Bonjour. Alors, ce 22 janvier, Vincent Renoir était devant la 17e chambre correctionnelle pour non pas un procès, mais trois. La chambre avait été privatisée pour lui. Je suis en compagnie de son avocat, Maître Bonneau, Pierre-Marie Bonneau. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les motifs des poursuites? Bonsoir. Donc, tout d'abord, il faut résumer un tout petit peu la situation de M. Vincent Renoir. Les motifs des poursuites, évidemment, étaient liés à son activité d'historien révisionniste, puisque en France, le révisionnisme historique est interdit. Vincent Renoir, comme nous le savons tous, a été extradé de Grande-Bretagne, plus précisément d'Écosse, et remis aux autorités françaises. Lorsqu'il a été remis aux autorités françaises, lui ont été notifiés des jugements qui avaient été pris à son encontre en son absence. Certains étaient définitifs, d'autres pas. Et il avait fait opposition à 2 jugements. Tandis qu'une 3e audience venait ce jour-là concernant une instruction correctionnelle qui n'avait par contre jamais été jugée. Sur ces 3 jugements, l'un d'entre eux a fait l'objet d'un renvoi parce qu'il y avait à la fois un pourvoi en cassation et cette opposition, et que le dossier n'était pas disponible, il était partiellement entre les mains de la Cour de cassation, ce qui fait qu'il ne pouvait pas être jugé en l'état. Donc ont été jugés un des 2 dossiers sur opposition et le dossier d'information judiciaire qui venait sur renvoi pour la première fois. Les chefs de poursuite étaient liés donc à la contestation de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, et également à des infractions liées à la provocation à la haine raciale, infractions de presse, traditionnellement reprochées de façon assez étendue et facile quand le parquet ne sait plus sur quel fondement poursuivre des militants nationalistes. Alors, le dossier qui a été renvoyé sera jugé, sera plaidé le 29 mai. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'attitude de Vincent Renoir devant la Cour? Conforme à sa personnalité, extrêmement poli, absolument pas provocateur et sans aucune concession. C'est-à-dire souriant, mais ferme sur le fond. Il a revendiqué être un historien révisionniste, il a revendiqué la légitimité de ses recherches historiques, et il a indiqué aux juges que si la loi française les condamnait, eh bien il fallait que la loi française là-dessus change ou soit hélas s'appliquer parce qu'elle était injuste. Et donc, oui, sur le fond, quelle a été sa défense? Il a indiqué sur le fond que, évidemment, il ne nourrissait aucune haine envers quelque communauté que ce soit, mais qu'il se devait entièrement à la vérité historique et à son rétablissement, et que donc que les lois l'en empêchent ou ne l'en empêchent pas, qu'il soit condamné ou pas condamné, envoyé en prison ou pas, il continuerait à lutter pour la vérité historique. Et ce qu'il défend depuis toujours, et ce qui évidemment contrevient à la loi française, puisque la loi française interdit de soutenir une thèse révisionniste concernant non seulement les faits de crimes contre l'humanité prévus et réprimés par le tribunal pénal international de Nuremberg, mais aussi pour les crimes de guerre qui ont été poursuivis et jugés par des tribunaux français ou étrangers. Donc, fidèle à lui-même, Vincent Renoir, toujours aussi serein, courageux face à la répression. Est-ce que vous pouvez nous indiquer aussi quels ont été vos arguments de plaidoirie, parce que c'est quand même un dossier assez complexe, étant donné que Vincent Renoir revendique la libre recherche historique. Qu'avez-vous pu mettre en avant comme argument? Alors nous avons, entre guillemets, si je me permets de m'exprimer ainsi, partagé le travail, sans en avoir trop discuté d'ailleurs, avec Vincent Renoir. Vincent a remis un dossier assez épais de justificatif du caractère historique de ses recherches, indiquant qu'il était un historien, il était au surplus un scientifique, un chimiste, avec un très bon niveau d'études, un ancien professeur, et que donc, à partir de ce moment-là, ces arguments devaient être considérés comme sérieux par le tribunal. J'ai moi-même plaidé juridiquement, puisque je suis là pour le faire, je suis avocat.
J'ai plaidé des exceptions de nullité de certains chefs de poursuite. Ce serait assez compliqué de les expliquer dans le détail parce que c'est de l'argumentation de procédure en matière juridique et en matière d'application de la loi sur la presse. Et ensuite, pour ce qui restait, c'est-à-dire pour les infractions que Vincent Renoir reconnaissait avoir commises, puisqu'il dit que la loi française est injuste, eh bien j'ai plaidé la clémence du tribunal compte tenu, de la nécessité en matière de droit pénal de faire une application restrictive de la loi pénale. C'est un fondement de notre droit qui doit s'appliquer à Vincent Renoir comme il s'applique à tout le monde. Le droit français, on peut être d'accord ou pas, mais c'est un fait, préfère un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Et donc, il prévoit, en matière de texte répressif, une application restrictive. Celle-ci doit d'autant plus être restrictive lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression. La loi de 1881 sur la presse. On ne peut pas condamner pour la liberté d'expression sans prendre des pincettes, faire très attention et donc interpréter la loi en faveur de celui qui est poursuivi, nécessairement. Et lorsqu'il s'agit en outre d'une loi mauvaise, d'une loi qui met sous le carcan d'une vérité révélée une partie des faits historiques que l'Europe a connus lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui confie au glaive judiciaire cette vérité historique, eh bien, il y a lieu de faire en sorte que l'application de cette loi soit la plus restrictive possible et la plus large, donc, pour ceux qui sont poursuivis. C'est-à-dire que chaque fois que le tribunal pouvait avoir un doute, j'ai demandé que ce doute bénéficie nécessairement à Vincent Renoir, insistant sur le fait que, et là-dessus il m'a parfaitement servi, parce que c'était l'évidence, il ne nourrit aucune haine, aucune colère, aucune vindicte envers qui que ce soit. Ces lectures peuvent convaincre, évidemment, ces lecteurs de suivre son parti, adopter ses explications, mais elles ne peuvent en aucun cas inciter à la haine, à la détestation, à la discrimination envers qui que ce soit. Ce n'est pas le but qu'il poursuit et c'est une évidence. J'espère avoir été entendu par le tribunal. Quelle a été l'attitude du tribunal? Parce que je suis un habitué de la 17e chambre correctionnelle, je trouve que c'est de plus en plus dur. Ils sont de plus en plus agressifs. C'est une véritable guillotine judiciaire. Je dois dire que je fais l'objet de plus en plus d'agressivité de la part des magistrats et même du parquet. Quelles ont été les attitudes de cette cour face à Vincent Renoir qui est une personnalité très affable et très aimable et très polie? Alors, le ministère public est resté très poli dans ses explications, mais a requis quand même une peine de 6 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt, la loi de 1881 ne le prévoyant pas pour l'un des dossiers, et 1 an de prison ferme pour l'autre, accompagné de 5 000 € d'amende pour l'un et 10 000 pour l'autre. Ce n'est pas négligeable. Le procureur de la République, nous avions déjà rencontré, nous avions eu une petite discussion au sujet de Robert Brasillach dans un dossier vous concernant. Le procureur de la République, donc, a été sévère dans ses réquisitions, mais très poli dans son comportement envers Vincent Renoir. La magistrate et les 2 assesseurs du tribunal correctionnel, la formation correctionnelle, la présidente donc et les 2 assesseurs, sont restés très polis parce qu'on ne peut pas faire autrement avec Vincent Renoir. C'est un homme affable, convaincant, poli, qui ne laisse jamais monter le ton. Donc, il n'y a pas d'échange à fleuret moucheté ou démoucheté avec les juges lorsqu'il comparaît. L'ambiance reste très polie. Donc, la magistrate était assez surprise, à mon avis, parce qu'elle ne s'attendait pas à avoir un prévenu souriant, poli, mais aussi ferme sur ses positions, puisque le fait d'être souriant, poli, affable n'a jamais empêché Vincent Renoir de rester d'une extrême fermeté sur ce qu'il défendait et de dire oui, je défends la vérité et laissez-moi la dire, et puis si vous devez me condamner pour la vérité, réfléchissez. Faites ce que vous devrez faire, mais oui, je commets une infraction. Si c'est interdit par la loi de dire la vérité, je continue à dire la vérité. Voilà, en gros, le sens des propos de Vincent Renoir. Effectivement, cela peut désarmer un juge d'entendre des choses qui, habituellement, et pour elle, sont inadmissibles, prononcées avec un grand sourire par quelqu'un d'une politesse, d'une affabilité, d'un sens de la persuasion absolument extraordinaire.
Alors, 18 mois de prison, d'autant plus qu'il y a ce troisième procès qui arrive le 29 mai, on l'a dit. Est-ce que Vincent Renoir peut retourner en prison en France suite à ces procès et ces condamnations ? Alors ça, ce n'est pas exclu, hélas. Je rappelle qu'il a quand même fait plus de 12 mois d'écrou extraditionnel en Écosse. Ces 12 mois d'écrou extraditionnel vont se déduire de toute peine qu'il aurait à exécuter dans les dossiers qui sont concernés par l'écrou extraditionnel. Or, il y a un dossier que je ne connais pas puisque je ne suis pas dans ce dossier qui concernait la cour d'appel de Caen, sauf erreur de ma part, ou le tribunal de Caen, je ne le sais pas exactement puisque je ne suis pas dans ce dossier. Et un des dossiers venu à la barre ce 22 janvier, le dossier sur instruction, puisqu'il a également été rapatrié en France dans le cadre de ce dossier. Il faut faire un calcul des peines exécutées avec les crédits de peine et faire à ce moment-là une déduction de la peine qui lui sera infligée. Sachant qu'en matière de presse, le mandat de dépôt n'existe pas, donc il sera nécessairement reçu par un juge d'application des peines pour qu'il y ait probablement un aménagement de la peine à exécuter. Tout en sachant que les condamnations en première instance, si Vincent Renoir fait appel, elles sont suspensives. Elles seront suspendues, sauf que le tribunal prononce l'exécution provisoire. D'accord. Bon, mais très bien, je vous remercie. Je tiens à noter, Maître Bonneau, que vous êtes un avocat militant de l'association du Clan aussi, et je voudrais... Est-ce que vous pouvez nous toucher 2 mots de cette association qui est au service de tous ceux qui sont victimes de la répression, et ils sont bien nombreux, j'en sais quelque chose, ils sont bien nombreux de nos jours. 2000 heures, est-ce que ça vous parle ? 2000 heures. Est-ce que ça parle à nos auditeurs, 2000 heures ? Oui. Eh bien, c'est le nombre d'heures de garde à vue qui avait été fait par les militants de l'œuvre française à l'époque, puis nationalistes au sens large du terme, pendant la période dite des manifs pour tous. Et je ne rajoute pas les gilets jaunes, il y en a presque autant, sinon plus. Alors, évidemment, nous avons tous réfléchi ensemble, militants politiques, avocats, et nous avons décidé, dans le respect de la loi, puisque les cagnottes de l'association Clan ne servent pas à payer des amendes ou autres. Nous sommes là-dessus parfaitement dans les clous. Nous avons réfléchi à organiser une association pour venir en aide aux prisonniers politiques. Alors venir en aide comment ? En amont, pour qu'ils ne soient pas condamnés, donner en quelque sorte des cours aux militants. Qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit surtout pas être fait, comment réagir quand on est confronté à une garde à vue, à une perquisition, à une interdiction de manifestation, quels sont les moyens de recours, quels sont les réflexes à avoir. Et puis ensuite, en aval, hélas, lorsque les militants sont poursuivis et condamnés, comment les aider, comment écrire une lettre à un militant politique qui est entre 4 murs, quoi écrire, quoi ne jamais écrire. Comment essayer de trouver un futur hébergeur, un futur employeur pour un militant politique dont la libération, au terme d'une période d'emprisonnement, sera suspendue justement au fait qu'il retrouve un travail ou un logement. Beaucoup de questions pratiques mais essentielles pour ceux qui sont confrontés à la répression, et donc nous avons décidé de fonder une association, le Clan, le comité de liaison et d'aide nationaliste, afin de prendre en main ces choses-là. Et cette association, depuis maintenant une dizaine d'années bien dépassées même, vient en aide par l'organisation de cagnottes, l'organisation de cours, l'organisation de séminaires éventuellement, aux militants nationalistes lorsque ceux-ci sont poursuivis à raison de leurs idées, à raison de leur militantisme. Oui, donc on peut insister sur le fait qu'il ne faut pas rester passif. Vous pouvez aider tout à la fois la cause, aider tous ces militants qui sont en but à la répression, vous pouvez aider Vincent Renoir et vous pouvez renforcer cette association dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. C'est important de se mobiliser parce qu'ensemble on est plus fort et seul c'est difficile de résister à la force terrible d'un système qui est tout puissant. Donc merci beaucoup Maître Bonneau et je vous dis à bientôt pour d'autres affaires qui arriveront rapidement. Je crois que même j'en suis certain, j'en ai une en appel le 12 février, donc je compte sur vous pour assurer ma défense. Merci beaucoup Maître Bonneau.